Je ne sais pas si c'est à Michel ou à Jérôme que je dois poser cette question, mais pour nous permettre de mieux comprendre aussi quelle est la mission de cet ouvrage, quels étaient les enjeux, les préoccupations, les défis qui ont suscité le propos de ce livre, et en quoi consisterait, si on pouvait résumer, le propos que vous souhaiteriez que les gens puissent retenir de votre contribution. Vas-y, Jérôme, c'est toi qui as la tâche de le faire. Mais en fait, est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Tout d'abord, avant de répondre à la question, moi aussi j'ai quelques remerciements. Merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir. Je reconnais plusieurs visages. Puis c'est un honneur de tous vous voir aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'ouvrage et son objectif, comme vous l'avez dit, c'est d'actualité. Surtout dans un contexte comme celui de la campagne électorale, on réalise que le Québec a besoin donc de modèles de gestion de la diversité religieuse qui permettent de sortir des débats dans lesquels il est coincé depuis plusieurs années. Puis je pense que l'objectif principal, c'était de parvenir justement d'abord à diagnostiquer le problème qui se posait, puis ensuite de trouver une solution qui était, et puis on va revenir souvent là-dessus, qui est une solution qui est intermédiaire. Et je rentrerai peut-être dans le détail un peu plus tard, mais c'est vraiment l'objectif principal. Donc de trouver à la fois, de bien cibler le problème, qu'est-ce qui fait que la gestion de la diversité religieuse posait problème depuis les dernières années, et comment est-ce qu'on peut se servir de RAS pour parvenir à une solution. Eh bien, justement, cet égard-là, puisque la prochaine question, en fait, s'adressait à vous, en fait, quelle lecture faites-vous de la conjoncture actuelle et aussi, donc, peut-être de ce contexte, j'ose pas dire historique parce que c'est quand même si proche de nous, mais je veux dire de la commission Bouchard-Taylor, en passant par le débat qui a eu lieu autour de la Charte des valeurs, etc. Comment définir cette voie médiane entre quelles alternatives? Donc, on a décrit très brièvement, puis bon, j'imagine qu'en gros, les lecteurs informés, éclairés qui sont présents lors de son lancement savent en gros de quoi il s'agit, mais comment vous définiriez de façon plus précise votre approche médiane, intermédiaire, entre ces deux alternatives, si on pouvait les nommer? Oui, en fait, comme je disais, on part du constat que donc, le Québec n'a pas été en mesure de satisfaire ni de l'une ni de l'autre. Et lorsque je parle des deux approches, je parle du modèle qui est celui de la laïcité à la française. Et nous, on le désigne dans le livre par l'expression républicanisme jacobin. Et donc, une grande partie de l'ouvrage consiste à décrire donc les origines socio-historiques de ce modèle ou cette alternative de la laïcité en France. Et puis, donc, de l'autre côté, il y a l'autre possibilité, l'autre alternative, qui est celle du multiculturalisme, qu'on désigne comme étant l'approche libérale individualiste. Et donc, encore une fois, on travaille pour à la fois expliquer l'origine au Canada donc, de cette position-là, et d'un côté comme de l'autre, on prend vraiment le temps de nuancer, d'expliquer les différences, ce qui fait que c'est pas une description caricaturale qu'on propose. Mais néanmoins, on peut dire, puis du côté de la France, on remonte jusqu'à la Révolution française, on passe par la loi de 1905, on explique aussi les conséquences de la commission Stasi. On montre finalement en gros qu'il y a un modèle en France qui s'est développé, qui est une laïcité stricte, qui cherche justement à effacer les différences au nom de la cohésion sociale. Et notamment, une des lois emblématiques, c'est la loi de 2004, qui interdit donc le port des signes religieux dans les écoles publiques. Et c'est un élément donc, qui a frappé l'imaginaire, mais il y en a d'autres. Puis, même si, comme je dis, il y a des nuances à faire, puis on les fait, ce qui arrive, c'est qu'on réalise qu'il y a un modèle, il y a une manière de penser le vivre ensemble qui est celle de la France, puis qui a été aussi reconnue et, disons, médiatisée par des cours de justice internationales en Europe. Je pourrais donner un exemple. D'abord, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un cas qui concernait une employée de la fonction publique hospitalière française, donc quelqu'un qui travaillait dans le milieu de la santé, et qui avait été licenciée pour une question de signes religieux. Donc la Cour européenne des droits de l'homme avait reconnu le droit à un État donc d'imposer certaines restrictions au port des signes religieux. Et donc là, pour une première fois, on voit qu'à l'international, donc le modèle à la française devient quelque chose qui est reconnu comme tel. Il y a un autre exemple qui est encore peut-être un peu plus évident, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui, dans un litige que posait un employé, encore une fois, qui, pour des raisons religieuses, voulait porter un signe, et une entreprise qui était G4S. Dans ce cas-là, donc, on voit que
en fait, encore une fois, le jugement tranchant en faveur de l'entreprise qui pouvait imposer des restrictions. Ce que j'essaie de montrer en vous expliquant, en vous présentant ces deux cas-là, c'est qu'il y a vraiment donc, un modèle français. Et ce modèle était importé donc, dans le débat public au Québec et finalement il s'oppose avec le modèle du multiculturalisme qui est celui qui... En fait, c'est le statu quo au Québec en ce moment. Et donc, le modèle multiculturaliste ou le libéralisme individualiste, c'est l'autre possibilité. Et ce qu'on remarque, on remarque avec la commission Bouchard-Taylor, on remarque dans les dernières années, avec les débats qui reviennent continuellement, on remarque que ni un ni l'autre ne convient. Et il semble que le Québec ait besoin, justement, de quelque chose qui soit en mesure de... régler en fait les incomplétudes d'un côté et de l'autre en même temps. Et c'est ce qu'on essaie de faire donc, en partant de Rawls, grosso modo. Ouais. Michel, en quoi consisteraient les insatisfactions que l'on devrait ressentir ou que vous avez identifiées face au modèle libéral du multiculturalisme qui vous a poussé donc à développer cette approche médiane que je t'inviterais aussi peut-être à caractériser? Oui. Le libéralisme individualiste tel que nous le caractérisons fonctionne avec deux idées maîtresses. Le multiculturalisme qui est parfaitement adapté au Canada. Comme on dit, nous on diabolise pas le multiculturalisme parce qu'il est parfaitement adapté au Canada. Ça crée des forces centrifuges de reconnaissance de la diversité, mais ces forces centrifuges au Canada sont largement compensées par une constitution qui existe, par une loi de la citoyenneté, par un pays et par des forces socio-économiques de langue anglaise, de telle sorte que ça ne crée aucun déséquilibre. Mais si on prend le multiculturalisme et qu'on l'applique au Québec et qu'on applique cette idée de reconnaissance de diversité, alors qu'on n'a pas de constitution, on n'a pas de pays et on n'a pas la même force socio-économique de la langue anglaise, et on n'a pas de loi de la citoyenneté, parce que on fonctionne avec la loi de la citoyenneté qui est applicable au Canada, qui implique que pour devenir citoyen canadien, il faut manifester des aptitudes à parler en français ou en anglais, y compris sur le territoire du Québec. Alors donc, on n'a pas les forces, je dirais, centripètes qui compensent une politique de multiculturalisme. Si on la prend et qu'on l'applique au Québec, ça crée juste une crise identitaire accentuée. Alors, en lieu et place, ce qu'on propose comme principe interprétatif général, qui aurait une dimension collective et pas simplement individuelle, hein, l'article 27 du multiculturalisme est enchâssé dans la Charte des droits et libertés canadiennes, qui est une charte de droits individuels. Donc, le multiculturalisme s'interprète en termes individuels. L'interculturalisme, qui a plusieurs définitions, hein, on est en train d'en construire, mais si on se rapporte plus à des définitions du genre de celles qui sont proposées par Gérard Bouchard, Alain Gagnon et Raphaël Iacobino, on a l'idée ici d'une politique de la reconnaissance qui va dans les deux sens, de la reconnaissance réciproque, et aussi avec l'obligation d'intégration qui est prise en charge par les personnes, les groupes et aussi par l'État. Ce n'est pas simplement la responsabilité des individus que de s'intégrer, et de s'intégrer notamment à la langue française. Et aussi une obligation de se rapporter aux règles du vivre ensemble au Québec, hein, qui seraient quelque chose comme les diverses chartes que nous avons, notamment la Charte des droits et libertés, notamment l'égalité des hommes et des femmes. Alors, c'est un peu plus à penser en termes verticaux plutôt qu'horizontaux. Il y a des versions de l'interculturalisme où c'est simplement favoriser les relations interculturelles horizontales. Là, ici, c'est un interculturalisme qui est plus vertical, qui impose des reconnaissances réciproques et des devoirs d'intégration. Alors ça, c'est par rapport à l'approche multiculturelle au Canada. Pour ce qui est de l'approche qualifiée d'individualiste, eh bien, nous sommes pris avec une charte des droits et libertés que nous avons adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mais qui est strictement individualiste. Et elle est la seule charte à avoir le statut de primauté par rapport aux autres lois. Alors que la Charte de la langue française pourrait aussi avoir un tel statut, mais elle ne l'a pas.
la Charte de la langue française. Alors, nous sommes pris avec une vision individualiste, alors qu'au Québec, il y a une tradition d'ouverture à l'égard des droits collectifs. Des droits collectifs du peuple québécois, notamment dans la loi 99, mais aussi dans la Charte de la langue française. Des droits collectifs reconnus à la minorité anglo-québécoise. Si on avait une constitution à écrire, il faudrait y indiquer les droits consacrés de la minorité anglo-québécoise et des 11 peuples autochtones. Nous pensons beaucoup plus en termes collectifs. Alors ça, c'est les deux grosses différences. Reconnaître des droits collectifs et avoir une politique d'interculturalisme pour nous distancier maintenant, cette fois-ci, de l'approche libérale individualiste. Et Rawls nous a été d'une grande utilité parce que, si je suis très schématique, sommaire et que j'y vais avec mes gros sabots, je dirais, Rawls, c'est un libéral républicain. Il est libéral, mais il n'est pas individualiste. Et ça, déjà là, ça me prendrait une demi-heure, au moins, sinon plus, pour démontrer ce point-là. Mais j'ai plein de citations de Rawls où il dit qu'il veut s'affranchir du modèle individualiste dans lequel le libéralisme, habituellement, trouve sa formulation. Alors, il est libéral, mais il n'est pas individualiste. Il est républicain, mais à plein d'endroits, il dit, il veut distinguer la laïcité institutionnelle de la sécularisation de la société. L'État n'a pas la tâche d'émanciper les citoyens et de les forcer dans la sécularisation. La tâche de l'État, c'est de réaliser les deux grands objectifs qui est la neutralité de l'État et la séparation de l'Église et l'État. Ces deux traits caractéristiques sont les traits essentiels de la laïcité. Pour le reste, il faut respecter les droits et libertés individuelles. Alors, juste cette idée-là induit une différence par rapport à la définition qui est maintenant courante, où on dit la neutralité et la séparation de l'Église et de l'État, c'est des modes opératoires au service de finalités qui sont la liberté de conscience et l'égalité des individus. Cette définition classique maintenant de la laïcité, qui est partagée presque par tout le monde, est individualiste dans son esprit, parce qu'il y a les finalités qui sont le respect des individus. Alors que ce qu'on essaie de faire valoir, c'est que la laïcité, elle est institutionnelle, elle implique la neutralité de l'État et la séparation de l'Église et de l'État, et ces règles institutionnelles contraignent et sont contraintes par les libertés individuelles. Il faut trouver un équilibre entre les libertés individuelles fondamentales et la laïcité de l'État. On dit ça dans un slogan, les institutions doivent être laïques et les individus doivent être libres. Il faut trouver cet équilibre-là. Mais c'est déjà une originalité parce qu'on définit la laïcité à l'encontre de l'opinion courante qui soumet tous les principes institutionnels aux droits individuels. Nous vivons à une époque où l'individualisme en philosophie politique, c'est une loi sacrée qui est très difficile à critiquer. Et si on a utilisé Rawls, c'est justement parce qu'il nous permet de nous donner une sorte de caution. Rawls essaie de formuler un libéralisme qui n'est pas individualiste. Il est ouvert aux droits individuels. On ne voit que ça dans Théorie de la justice et dans le libéralisme politique. Mais il est l'auteur d'un ouvrage qui en anglais s'intitule « The Law of Peoples », où les peuples apparaissent comme des agents moraux, des sources de réclamation morale valides et des sujets de droit collectif. Et alors donc, Rawls est tellement important que Rawls y a consacré une deuxième position originelle, c'est-à-dire la méthode du voile d'ignorance qu'il appliquait au niveau des individus à l'intérieur d'une société est appliquée au peuple dans la société des peuples. Alors donc, c'est très important pour lui, les peuples, et la plupart des auteurs ignorent complètement The Law of Peoples à tort. On oublie l'ouverture de Rawls à l'égard des droits collectifs. Et en plus, la cerise sur le Sunday, je m'arrête là après, parce que je suis en train de faire une conférence. Rawls part de son idée qu'il a fonctionné jusqu'à présent avec une conception individualiste de la personne. Mais il a été critiqué par les auteurs communautariens qui, eux, pensent que leur identité est définie non pas comme étant antérieure à leur croyance, finalité, valeurs et projets. Les communautariens se définissent comme étant définis donc par des valeurs, les finalités, les projets qui les constituent dans leur identité. Il veut prendre acte de ces deux conceptions de la personne et c'est pourquoi il développe une conception politique de la personne qui commande le respect
de deux manières d'être, y compris en matière de religion. La conception individualiste de la personne induit une conception où la religion c'est une affaire privée, et la conception communautarienne de la personne induit une conception où la religion est une affaire de communauté. Dès lors que vous avez ça, il faut respecter les signes religieux qui sont l'expression d'une appartenance communautaire. Et c'est parce qu'on n'est pas habitué à reconnaître les identités communautariennes qu'on est aussi réfractaire et quand partout en France, on grimpe dans les rideaux dès lors qu'il est question de reconnaître des communautés parce que c'est, roulement de tambour, du communautarisme. Eh bien, il faut se sortir de ce préjugé anti-communautarien parce qu'on peut être membre d'une communauté et parce qu'il y a pluralisme identitaire, en même temps, membre de la République française. C'est pas parce qu'on est dans une expérience communautaire de la religion qu'on ne peut pas en même temps se sentir comme citoyen français, membre de la République. C'est une incapacité à penser le pluralisme identitaire qui amène les Français à dire, si vous êtes dans une vision communautaire de votre religion, vous êtes dans l'islam politique, vous êtes dans la violation des règles de la République. Il faut admettre le pluralisme identitaire. Et c'est notamment cela qui nous a motivés. Et on voit comment Rawls a pu nous inspirer. Je sais. Merci Michel. J'ai droit à une pause. Oui, oui, tout à fait. Ma prochaine question va donc être adressée à Jérôme. Jérôme, qui développe également une expertise, en fait, au sujet du libéralisme politique et de la philosophie politique de Rawls. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments tirés de la conception de la philosophie politique de Rawls ou de son libéralisme politique sur lesquels tu souhaiterais mettre de l'emphase, mais autour peut-être de la question suivante, comment est-ce possible donc de concilier une identité communautaire, comme Michel vient toujours de l'écrire, avec la possibilité donc d'exercer une liberté rationnelle et le consentement entendu vraiment au sens de agentivité individuelle. C'est vraiment une question intéressante. Ça me permet en même temps de revenir sur des éléments que M. Seymour a évoqués. L'idée, c'est que, donc vous voyez, la perspective rawlsienne implique qu'on ait une forme de neutralité métaphysique. Donc on reconnaisse les deux conceptions de l'individu. Une conception qui serait individualiste, une conception qui serait communautarienne. Juste pour revenir là-dessus, si on prend le modèle individualiste, on a donc une combinaison très fixe, très claire de préférences qu'on cherche à maximiser lorsqu'on se prévaut de notre liberté rationnelle, grosso modo. Tandis que dans le modèle communautarien, c'est un peu différent. Donc, on le dit, l'identité morale et, par extension, l'identité communautaire détermine notre identité personnelle. Et donc, dans cette perspective-là, les préférences, les aspirations, les buts qu'on poursuit sont en partie déterminés par notre appartenance communautaire. Et c'est là qu'il y a un problème, et c'est pour ça que vous évoquez la question, je pense, de la liberté rationnelle, c'est qu'on peut facilement, ou on pourrait se dire, OK, donc si tes aspirations, tes goûts sont fixés par ton appartenance communautaire, dans quelle mesure est-ce que tu peux exercer une forme de liberté rationnelle lorsque tu fais des choix ou que tu accordes ton consentement à quelque chose, comme par exemple le port d'un signe religieux? Et c'est en effet une question qui méritait d'être traitée en profondeur, et on le fait dans le livre. Et bon, en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet argument-là, le problème de la liberté rationnelle, est souvent utilisé dans le débat public. Et notamment, on entend souvent des arguments qui mettent de l'avant l'idée selon laquelle on pourrait avoir un consentement illusoire ou factice lorsqu'on décide de porter un signe religieux. Et c'est problématique parce que ça justifie ensuite une conception émancipatoire de la laïcité. Et donc, c'était très important de trouver une manière de concilier la conception communautarienne de l'identité avec la liberté rationnelle. Et comment on le fait? C'est avec une forme un dispositif qui est en fait inspiré de celui que Charles Taylor a développé, qui est l'évaluation de ce compte-ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un individu qui a une appartenance communautaire quelconque et donc qui a une identité personnelle qui est déterminée par cette appartenance-là, peut quand même se livrer à un examen de second ordre, c'est-à-dire donc avoir un regard critique sur sa propre identité et sur l'ensemble des identités possibles dans une société qui est diversifiée. Vous comprenez? Donc on est en mesure, même si nos aspirations sont fixées par une communauté, d'avoir un regard critique là-dessus et de voir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous. Et dans cette perspective-là, à partir du moment où on souscrit à une certaine identité communautaire, on le fait après avoir fait l'exercice de la liberté rationnelle. Et dans cette optique-là, c'est absolument pas incompatible
on est en mesure, en travaillant avec Rawls, d'aménager ces deux conceptions de l'identité-là sans pour autant prêter flanc à des critiques qui voudraient mettre de l'avant plutôt une conception émancipatoire de la laïcité. Et c'est un élément qui est assez important. Donc, en ayant travaillé sur le consentement, c'est quelque chose qui apparaissait central, finalement. C'est vraiment très intéressant. Ça soulève aussi une mine de nombreuses questions philosophiques, mais étant donné que le temps s'écoule, on va se limiter à une dernière question avant de passer le micro au public. Et ma dernière question sera destinée à Michel, mais auquel, évidemment, sur laquelle Jérôme pourra rebondir. Alors, évidemment, donc, la question qui tue, ou enfin celle qui nous tient en suspens dans le contexte politique actuel ici au Québec, mais donc en quoi consisterait une charte de la laïcité, selon les propositions défendues dans votre livre? On s'est avancé là-dessus en conclusion. Pour donner des orientations générales, tout d'abord, on trouverait dans cette charte de la laïcité, il faut dire, hein, on a besoin d'une charte de la laïcité. Si on ne définit pas la laïcité comme étant deux modes opératoires soumis aux finalités de la liberté de conscience et de l'égalité, on a besoin alors d'une charte de la laïcité. D'aucuns pourraient dire on n'en a pas besoin si on conçoit la laïcité institutionnelle au service de deux finalités que sont la liberté de conscience et l'égalité, parce que c'est déjà dans notre charte des droits et libertés ces deux finalités. On n'en aurait pas vraiment besoin. Mais on en a besoin parce qu'il y a une autonomie du champ institutionnel et qui mérite d'être pensé et réfléchi. Alors donc, quelle serait cette charte? Eh bien, il y aurait tout d'abord les deux principes. Le principe que l'État doit être neutre et le principe que l'État doit être séparé de l'influence de l'Église. Il doit y avoir une séparation nette. Le principe de séparation. Ça, c'est les deux premiers principes. Ensuite, il y aurait bien sûr une section sur les signes religieux. Donc, ce serait une section qui dirait, bien, la prestation de service doit se faire à visage découvert. Les clients qui ont affaire avec les fonctionnaires, ceux qui se présentent devant eux, peuvent porter des signes religieux, y compris même qui recouvriraient tout leur visage, mais le prestataire de service pourrait être en droit, pour des motifs liés à l'identification, à la communication ou à la sécurité, pourrait être en droit d'exiger que la personne s'identifie en enlevant son voile. Donc, tout d'abord. Ensuite, une autre position qui est un peu une idée originale que nous avons, vu que l'État doit être laïque, les personnes qui incarnent symboliquement l'État doivent ne pas porter de signes religieux. Ça ne veut pas dire les policiers, les gardiens de prison, les avocats de la couronne portent des uniformes, ils ont les juges, ils ont un pouvoir coercitif et dans leurs actions ils posent des gestes au nom de l'État, mais ils sont quand même des employés de l'État. Donc ils doivent avoir une liberté individuelle. Donc nous sommes plutôt d'avis que à l'encontre des recommandations de Bouchard et Taylor, les policiers, les gardiens de prison, etc., peuvent porter des signes religieux. Mais les gens qui incarnent symboliquement l'État, et on pense ici à un président de République, on pense à un président d'Assemblée nationale, ou un président de Sénat, ou alors les juges de la Cour suprême, qui ont l'autorité suprême, qui doivent manifester le maximum de neutralité, et qui ont la décision finale, et qui, dans leurs gestes, incarnent symboliquement l'État. On pense que vu que l'État doit être laïque, ceux-ci devraient ne pas porter de signes religieux. Donc on restreint l'interdit seulement aux gens qui sont en position d'autorité suprême. Après cette section sur les signes religieux, il y aurait les choses qui doivent disparaître. Je ne sais pas dans quelle mesure ce seraient des règlements ou des principes, probablement peut-être plus des règlements, éliminer le crucifix à l'Assemblée nationale, bien évidemment éliminer les prières avant les conseils de ville, c'est de toute façon une chose qui est réglée par la Cour suprême avec l'arrêt Saguenay, réduire progressivement les subventions aux écoles privées confessionnelles et réduire progressivement les crédits d'impôt aux organismes religieux.
ce seraient des éléments qui apparaîtraient dans cette charte. Et aussi, on pourrait dire dans une autre section qu'il y aurait matière à apprendre ce qui est déjà un service existant à la Commission des droits de la personne, créer une commission chargée d'informer les gens et de fournir des renseignements à la population au sujet des accommodements. Les choses se décident très souvent au cas par cas. Eh bien, la commission serait là pour donner des avis éclairants auprès de ceux qui voudraient être informés. Avoir une telle commission me semblerait opportun. Et aussi un observatoire chargé de recueillir pendant un certain temps, on ne sait pas si c'est à long terme, mais on voudrait en faire la création d'un observatoire chargé de recenser les cas d'islamophobie et les cas de radicalisation. Et tous ces principes-là, à la lumière d'un principe interprétatif qui devrait apparaître dans une constitution interne du Québec, un principe interprétatif d'interculturalisme. Donc, voilà en gros comment nous dessinons en conclusion de quoi aurait l'air une laïcité pensée au Québec qui se situe tout naturellement à distance autant du libéralisme individualiste canadien que du républicanisme jacobin français. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Jérôme, tu voudrais rajouter certains commentaires de... Non, c'est parfait. Formidable. Alors, dans ce cas-là, je suis certaine quand même qu'il y a certains des... Vous avez sans doute des questions et peut-être même des commentaires critiques qui sont suscités à la suite de ces propos certes fascinants. Et donc, je vous inviterai à ne pas hésiter à les poser. Donc, le dialogue est ouvert au public. Je crois, je ne suis pas certaine, mais il y a peut-être un micro qui circule ou non? Oui, un micro va circuler. Et donc...